On va essayer donc l'instant de nos débats avec deux acteurs notamment, William Klika, bonjour. Bonjour Eric Gabeno, Tanguy. bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on a deux sujets, hein, si le temps nous le permettait. On va parler d'abord du budget général de l'État pour l'exercice 2025. Le gouvernement projette un budget à hauteur de 3500 milliards de francs CFA environ. Il y a une nette augmentation par rapport au budget 2024 qui est en cours d'exécution. On va analyser un peu ce qu'on en a présenté comme avantages et spécificités. Et si on avait le temps, on dira deux mots au sujet de la disparition de Odile Arongwanou. Mais commençons déjà par l'affaire de budget. Le gouvernement projette d'opérer en tout cas un certain nombre de choses et des choix tout au long de l'année 2025 à hauteur de 3500 milliards de francs CFA. C'est un gros bond, hein, William, par rapport à 2024. Par rapport à 2024, oui, c'est un gros bond. Et dans la cagnotte sociale aussi, 42%. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Du montant. Oui, c'est ce qui est dit. Dans la pratique, vous savez, il y a une question avec les lois des finances. La prévision, la pratique et la finalité. Parce que pour tout budget, la loi des finances votée dans une année donnée en session ordinaire de l'Assemblée nationale en fin d'année, le montant n'est jamais le même lorsqu'il y a après loi de règlement de ce budget 1 ou 2 ans après. Oui, mais évidemment, c'est vrai qu'on ne nous en dit pas plus sur les lois de règlement. Donc justement, on ne sait pas à quel niveau on en est. La plupart du temps. Oui. Mais quand vous poussez votre curiosité, vous allez souvent voir, surtout pour les grandes annonces, les annonces pompeuses, vous découvrez qu'à l'épreuve, soit les contingences ont amené à plus de contorsions, ou on a dû faire quelques saupoudrages. On s'y est pris de façon conjoncturelle pour jeter quelques bris. En fait, c'est dans cet état d'esprit que je ne saute pas souvent quand j'entends les projets de loi. Donc vous êtes mi-raisin. Mi-raisin, oui, j'avoue. Parce que il y a une chose, c'est bien d'avoir la prévision. Mais dans le concret, regardez par exemple 2024, la cagnotte n'était pas si grande, par exemple côté social ou même le montant. Aujourd'hui, le bon, il est significatif, 11% d'augmentation. Le gouvernement dit dans le relevé du Conseil des ministres que la préparation de l'année électorale à venir y est inclus, à un poids financier là-dedans. Donc imaginez un peu les raisons. Et la petite augmentation par endroit. Mais écoutez, sur 2024, quels sont les changements significatifs que nous avons eus qui nous amèneraient à dire que 11% ajouté à cela nous amènerait très loin? C'est pour cela que je me pose des questions et je dis, ça demeure prévision et on attend de voir. Eric? Oui, ça reste un budget ambitieux déjà parce qu'on a constaté une augmentation de 11% par rapport au budget de l'année passée. On y a consacré pratiquement 41% pour le social. Et je pense qu'on va revenir là-dessus parce que absolument, ce grand débat qui se fait chaque fois quand on parle de budget, on se pose la question comment on arrive à faire véritablement une parfaite liaison entre ce budget et la vie des Béninois. Après, nous savons que c'est des ambitions qui sont vraiment cachées dans ce budget. On parle de choix de politique visant la réduction des inégalités du genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation, renforcer la résilience de notre économie qui consacre donc la poursuite. Ça, c'est des intentions. On verra bien à l'épreuve. C'est même pour ça que je parle d'ambition. Mais parlons déjà du volume du budget. Vous aviez été surpris ou pas? Non, parce que vous savez, déjà depuis 2016, on a déjà pris l'habitude d'avoir... Même Bonnet Yahi faisait monter ses budgets régulièrement. Normal. 2000 à 3000. Là, il n'est pas venu avec 2000 milliards de budget, mais il est parti avec 2000 milliards. Justement. Et donc, on était déjà habitué à ces chiffres, déjà. Et toutes les fois que on entendait les chiffres, ça faisait sauter les yeux. On se demandait, mais comment on va mobiliser autant de ressources, n'est-ce pas, pour faire face à ces ambitions qui sont cachées au niveau de ces budgets. Mais après, nous savons qu'aujourd'hui, avec la gouvernance actuelle, il y a une forte mobilisation des ressources à l'interne.
avouons-le. Et cela permet justement à l'État de faire face à ces grands projets d'infrastructure qui reviennent encore dans ce budget. Mais quel est le réalisme de ce budget quand on sait que, bon, il y a des contingences au plan international qui limitent un peu, je dois dire, les entrées dans les caisses de l'État. Les bombes, ça pleut toujours sur Ukraine, comme on l'a chanté souvent et présenté comme le principal élément qui affaiblit un peu, je dois dire, nos entrées budgétaires. Et puis dans la sous-région aussi, non seulement on a quelques bisbilles avec nos voisins immédiats, le Niger, par exemple, même si on projette véritablement décanter tout cela, mais l'insécurité qui ne nous dit pas vraiment des choses rassurantes par rapport à l'année qui arrive avec ces séries d'attaques qu'on note ça et là. Quand on met tout cela ensemble, quel est le réalisme qu'il y a dans ce budget, dans ce chiffre-là, qu'on peut vraiment aller à ce score-là? Proportion légère et moindre. Que les agents de l'État nous disent c'est quoi le produit intérieur brut de 2024, le produit national brut de 2024 aussi. Je pense que ce sont des éléments qui nous aideront parce que du ressenti des populations du Béninois lambda que nous sommes, nous avons comme impression que nous avons du mal à souffler et à respirer financièrement. Les acteurs portuaires vous diront que le port est en mauvaise santé actuellement. Oui, mais les chefs officiels disent pas ça, à peu près. Bon, enfin. La communication qu'il y a eu après, pendant la crise entre le Niger et nous, je ne sais pas ce qu'il en a été après. Même les turiféraires du pouvoir, je ne les ai pas vus reprendre langue sur le sujet. Mais ceux qui vont au port quotidiennement, qui cherchent leur pitance quotidienne, n'ont pas cette version. Et vous savez, le journaliste est peut-être très méchant sur ces questions, mais il est d'autant plus méchant quand il prête beaucoup plus foi à des gens qui vivent le quotidien d'une maison que des chiffres qui sont totalement officiels, institutionnels et qui ne reflètent pas la plupart du temps sous les tropiques ce que nous avons comme réalité concrète. Je dirais que même institutionnellement, on communique peu aujourd'hui sur les performances du port autonome de Cotonou. Vous et moi n'avons rien à enseigner aux gens sur le poids et la représentativité des devises et des dividendes économiques qui nous viennent du port de Cotonou. Notre agriculture est en bonne santé par endroits, dans du vivrier, dans du céréalier, mais quelques pertes de performance sur nos spéculations les plus en vue, comme les produits de rente les plus vendus par le passé. Je veux parler du coton. Nous avons baissé de performance, nous avons laissé notre première place au Mali à l'échelle sous-régionale et au plan régional, nous avons perdu également des places. De ce point de vue, on dira que le prosélyte, le profane analyse les contingences économiques actuelles comme mettant en difficulté notre économie. Au nom de cela, ces prévisions, vous parliez du réalisme, sont teintées d'un réalisme léger, d'un réalisme empreint d'incrédulité. Maintenant, on pourrait davantage nous convaincre de sa faisabilité avec le balai des ministres. On verra peut-être. Quand on voit le contexte national et international, on peut vraiment mobiliser 3 500 milliards. Vous faites bien de citer tous ces contextes qui, justement, devraient nous amener à constater que on aurait pu observer un budget en baisse en raison de tout ce que vous venez de citer ou une économie très malade. Mais ce n'est pas le constat que nous faisons aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de résilience qu'il faut saluer et qui, justement, revient encore dans ce budget avec autant d'ambition, malgré tout ce que vous venez de citer, le Niger, l'Ukraine, le port qui est en chute, enfin, le port qui baisse un peu des performances, parce que je ne suis pas non plus d'accord à ce discours qui tente de faire croire que notre port est complètement à terre. Parce que c'est deux choses différentes. Quand on traverse une crise avec un pays voisin qui utilise véritablement le port et qu'on parle peut-être de 100 bateaux à 95, je ne dis pas que le port est à terre. Oui, mais même quand on voit aussi que le Nigeria, aussi qui est un gros client du port de Cotonou, a commencé à dire je veux sélectionner un peu tout ce qui va rentrer chez moi. Quand on voit le Burkina, qui est un pays qui n'a pas accès à la mer, qui profite du port de Cotonou, dire bon écoutez, vous faites des choses derrière votre chambre à coucher et ça ne me garantit pas que je suis en sécurité chez moi. Quand on voit tout ça, on peut se dire ben, où est-ce qu'on veut aller chercher l'argent? Des pays de l'interland dans l'activité du port autonome de Cotonou. Justement, je pense que il y a une volonté justement de faire de la mobilisation, que ce soit à l'interne ou à l'externe,
pour pouvoir véritablement mobiliser ses ressources et pour pouvoir réaliser ces projets. Ce qui est sûr, c'est un budget, une fois que c'est voté, c'est du travail pour tous les acteurs du système économique de pouvoir renflouer les caisses de l'État et de pouvoir justement mobiliser les ressources. C'est un autre défi. Maintenant, tel que ça a été, comment on dit, expliqué véritablement dans ce budget, avec ses ambitions, les grands projets qui seront véritablement réalisés, nous savons qu'il y a 2 projets qui sont en cours et qui vont connaître certainement un aboutissement heureux, n'est-ce pas, d'ici 2025. Donc, il y a forcément déjà un peu de financement déjà disponible quelque part, justement, pour pouvoir continuer véritablement ces chantiers-là. Je ne crois pas qu'on veuille justement aller mobiliser l'intégralité justement de ce budget ailleurs. Donc, il y a forcément déjà... Même si ce n'est pas l'intégralité, il faut déjà trouver les 90% ou les 80%. Parlons des infrastructures dont Eric a parlé. Moi, je veux davantage qu'on nous explique comment nous avons passé 2024, sa loi des finances, les contingences ou les circonstances qui se sont imposées à nous et tout, puisque, en fait, cela va nous permettre d'analyser de plus près ce qui nous attend en 2025. Parce que j'ai comme impression qu'on a lancé beaucoup de chantiers qu'on doit s'imposer de boucler dans la loi des finances de 2025. Parce que justement, c'est la dernière loi des finances presque. Qu'on doit mettre en exécution totalement sous Patrice Talon. Oui. Parce que dans le premier semestre de 2026, Patrice Talon a, je crois, 5 mois d'exécution du budget. Un budget qui sera laissé dans la suite à un autre gouvernant qui va continuer la marche avec nous. Donc, au nom de cela, on se dit, par exemple, les professionnels des médias doivent savoir qu'ils n'auront plus espoir sur les histoires de réforme dans leur secteur, par exemple, parce que dans le budget de 2025, il n'y a rien pour eux. Donc, si c'était le cas, par exemple, bon, pourquoi Eric sourit? Non mais, attendez, on n'a rien. On n'a rien. Que va défendre la ministre de l'économie numérique. Oui, mais si on a déjà un projet, le décret de transmission de la loi des finances n'a pas encore dit ça. Oui, mais ceux qu'ils ont voulu vendre, ils l'ont vendu. Asphaltage, les infrastructures et tout. On n'a pas parlé de vous, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas compté dans le menu. Vous n'êtes pas une priorité pour le moment. Maintenant, si on nous laissait, si on laissait sur le carreau les autres débats comme infrastructure, logements sociaux, les choses qui ont été annoncées peut-être dans le premier quinquennat, qu'on n'a jamais vu jusque-là, on risquerait d'enfler une autre polémique. On a vu l'asphaltage, donc au moins. Je vais parler d'asphaltage quand je citais. J'ai pas parlé d'asphaltage quand je citais. Ça, c'est vu, ça c'est du concret au moins. Donc, au nom de ça, on peut avoir la crainte selon laquelle on est en train de parler de tout ce qu'il faut finir pour ne pas laisser d'éléphants blancs parce qu'on se targue depuis 8 ans de n'avoir laissé aucun éléphant. Peut-être que nous, on n'est pas dans le secret des dieux et que ceux qui sont dans l'activité, la conception et la mobilisation, la conception de budget, la mobilisation des ressources peuvent peut-être se dire il y a des endroits où on peut glaner ça et là quelques petits sous. Et nous, on peut se faire des idées. Les histoires d'emprunt obligataire, les notes B+, et B, je ne sais trop quoi, c'est D+, avec perspective positive et sur le positif, etc. Ce sont des éléments qui nous permettent de dire peut-être on a beaucoup de chances, tout au moins à l'international, d'aller chercher de l'argent. Non, même si nous mettons dans la balance tous ces aspects, avouons-le, il y aura une forme de pression. Parce que il y a d'abord une volonté de finir ces projets, ces grands projets d'infrastructure pour justement ne pas tomber dans ce débat d'éléphant blanc. Donc ça veut dire qu'il y aura une pression de vite aller, n'est-ce pas, de tenir ce pari sur ces grands projets. Et donc, ça va davantage, comment on dit, amener les différents acteurs au plan économique à mobiliser les ressources dans tous les coins. Que ce soit des prêts, dans tous les coins et dans toutes les poches aussi, oui, parce que justement, heureusement, je vous vois venir, et là, dans le relevé du Conseil des ministres, il a été précisé qu'il n'y a pas justement de nouvelles tasses, de nouveaux impôts. Voilà, n'est-ce pas? Non, mais les anciens sont là déjà et nous font subir une dure réalité. La pression va peut-être pas se sentir dans vos poches. Elle va être plus accentuée, mais va continuer tel que c'était. Les ceintures vont rester à la page ceinture à laquelle elles étaient. Vous voyez, on dit qu'il n'y a pas de nouvelles taxes, mais je me demande si on n'est pas suffisamment pressuré là où on est aujourd'hui. Il y a une honnêteté à avoir. Tous les signaux ne sont pas au rouge. La douane vous dira, hormis le port autonome de Cotonou, nous essayons de mobiliser que ça va. Même si c'est le discours officiel, tenons-nous en fait.
C'est-à-dire, il y a de petits signaux. Tu vois tous les efforts que vous faites. Oui, pour reconnaître, par honnêteté, qu'il y a des gens dans la République qui ont dit que ça va. Non, mais justement, parce que ça, c'est un fait. Oui. C'est pas le commentaire de William Cliquant. Ça, c'est un fait selon lequel il y a des domaines dans lesquels on a pu avoir il y a des productions pendant qu'on a baissé de performance ailleurs, il y a des productions qui ont tablé sur des données, sur des graphiques dans les ordonnées en hausse comme en abscisse. Donc reconnaissons que il y a des efforts. Peut-être le gouvernement a un bon regard, un regard bienveillant, plein d'optimisme de ce point de vue dans la mobilisation des ressources à ce niveau. Mais l'inquiétude zéro sur un budget si ambitieux dans un contexte comme le nôtre, pour moi, manque de réalisme. L'inquiétude zéro par rapport à une loi des finances ambitieuse comme celle-là. Et surtout, moi, je crains que nous commencions, nous entamions avec ces bonnes perspectives et que déjà dans les premières semaines en session extraordinaire ou en session ordinaire, l'Assemblée nationale soit amenée à des réajustements budgétaires, à n'en point finir parce que dans la réalité, on aurait peut-être eu trop de prétentions dans les estimations et dans les prévisions. Et l'élément qui intéresse beaucoup plus, hein, le social qui représente 41% du budget, le tout social peut-être, Eric. Oui, on parle. Il y a toujours ce débat qui se pose, hein, quand on parle de social, sous la rupture, s'adresse les cheveux sur la tête. On se pose des questions, on se regarde. Est-ce que nous parlons du même social ou le concept varie du gouvernement à peuple? En tout cas, quand vous écoutez le gouvernement, c'est que nous sommes dans le social, nous faisons du social, nous avons des budgets à sensibilité sociale, mais quand vous écoutez les citoyens que vous interrogez dans les rues de Cotonou, c'est notre réponse. Ce gouvernement est antisocial, voyez-vous, on ne voit pas beaucoup de projets. En tout cas, dans le budget, on parle de renforcer davantage le microcrédit à l'AFIA, le projet Gbesoké. On veut renforcer aussi les cantines scolaires, en tout cas en zone rurale, on veut aller à 100%. Et donc, pour le gouvernement, c'est du social. C'est de cette façon qu'il faut justement s'occuper du ventre des Béninois. Mais quand vous êtes dans les marchés, je pense que là-dessus, si de 2016 à la date d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à se faire vraiment une idée de la façon dont le gouvernement fait du social, c'est pas maintenant, dans le budget de 2025, on va y arriver. Et donc, ce débat va toujours se poser. Les acteurs politiques de l'opposition vont davantage trouver des arguments à leur discours. Justement, rien n'a changé. Nous vivons dans une souffrance indescriptible et le budget qui sera voté en est véritablement la preuve. Et donc, ça va continuer et on va continuer toujours par s'interroger. En gros, je pense qu'il faut peut-être se convaincre de dans ce que le gouvernement réalise comme infrastructure, on estime que les retombées, n'est-ce pas, touchent la vie, n'est-ce pas, des concitoyens. J'ai entendu un grand leader de la mouvance qui estimait qu'avec les infrastructures, ça réduisait les pannes de voitures, on se rend moins chez le mécanicien. Ce n'est pas le mécanicien, lui, qui sera content. On se rend moins chez lui. Il ne verra pas ce régime comme un régime qui fait vraiment du social. Parce qu'il aura moins de clients, lui, il aura des problèmes. Et donc c'est de cette façon qu'on justifie le social avec du côté du gouvernement. Mais toujours est-il que le gouvernement doit pouvoir aussi revoir ce concept et essayer de l'adapter à ce que les citoyens veulent pour qu'une fois, on puisse se retrouver dans le même concept du social. Le social n'est pas... ce ne sont pas des poux qu'on cherche sur des calvities. Le social, il est palpable, il est visible en temps normal. Non, vous savez, quand la jeune fille de 15 ans va chercher 17 000 toutes les fins de mois parce qu'elle est orpheline de père et de mère, on dira qu'on fait du social. Quand il y a cantine scolaire à 72%... C'est bien cela le social. C'est du social. On est totalement d'accord, hein, que c'est une façon de faire le social. Maintenant, quand on relève le SMIC, on fait du social. Quand on relève le SMIC presque aux 2/3 du montant précédent, c'est du social. Mais quand on n'a jamais donné un seul bus universitaire et que le transport universitaire dans la plus grande université du Bénin ne se réduit pas seulement à 2 ans, ce ne sera pas le seul exemple que je donnerai. À 2 ans, le transport est carrément suspendu. J'ai lu quelqu'un titrer hier si c'était une suspension ou si c'est carrément une suppression du transport universitaire. Les étudiants ne vous diront pas que c'est du social. Si, je reste dans le milieu universitaire, on suspend, parce que quelques-uns ont fait de la gabégie, on suspend la possibilité à tout étudiant
d'entrer à l'université non boursier, mais de s'octroyer des bourses et des aides le long de son cursus. Dieu seul sait combien ça a aidé ceux qui nous gouvernent aujourd'hui à aller à l'école. Ça m'a beaucoup aidé, moi, en tout cas. Ah ben voilà, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, si c'est par là qu'ils ont pris et qu'ils le suppriment, on dira que c'est antisocial. Si on augmente votre salaire, mais que le coût de la vie est 2 fois plus... Il n'y a plus de riz à 400 francs le kilogramme au Bénin. Il n'y a plus de riz à 450 francs le kilogramme. Le riz est au moins à 500. C'était le prix d'un, je sais pas, de 2 kilos par endroit ou d'1,5 kg il y a longtemps. Quand c'est comme ça, 225, 250. il y avait des riz à 225, 250 le kilogramme, même si on redoute la qualité. Pour le ventre du Béninois, ça, c'est du social. Et le social, c'est aussi l'importance des couches de la population qui bénéficient. Vous voyez, les microcrédits à la FIA aujourd'hui, le montant, il est 4 fois plus que le microcrédit que nous avons connu avant Patrice Talon. Mais combien en sont impactés? Vous savez, il y a de la rationalisation peut-être dans cette méthode, mais la rationalisation en restreignant l'effectif des bénéficiaires, la couverture qui est faite, en fait, montre peu l'impact. L'émiettement, il est parfois superficiel, mais quand il embrase un grand monde, on sent un peu plus l'effet. Donc, on a beau faire du contradictoire, on a beau faire des débats intellectuels à n'en point finir, sous Patrice Talon, le social aura été peu perceptible. Et comme Eric, ce n'est pas en 2025 que par bâton magique, tout changera. L'argent circule, des formules comme celle-là auxquelles on a été habitué. Ces formules ne reviendront peut-être pas. Les ceintures vont rester serrées pour la plupart. Quelques-uns en auront jusqu'à l'indigestion et relâcheront peut-être le ceinture. Ainsi ira. Peut-être ils ont relâché. Est-ce qu'ils ont même encore des ceintures? Oui, il y en a qui n'ont plus de ceinture, hein, qui bon, en bon goinfre, ont pris la part belle. Les gars, on va changer de sujet. Je vais voler 5 minutes à William pour qu'on parle de Odile Aron-Wanou. Ça fait 2 semaines exactement qu'elle a disparu. On n'a pas de ses nouvelles. C'est quand même bizarre. En plein cœur de la France, c'est quand même assez curieux. Eric? C'est vrai, Tanguy. C'est une question assez sensible aujourd'hui, où cette compatriote qu'on ne retrouve pas en France, je pense qu'aux dernières nouvelles, le procureur de Paris, selon les hypothèses, on parle de disparition volontaire. Et donc, est-ce que notre compatriote a voulu véritablement disparaître? Est-ce qu'elle a préparé vraiment sa disparition parce qu'elle aurait déposé son enfant auprès d'une assistante sociale et puis après, plus de signes? Je pense qu'il y a un communiqué conjoint du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Sports qui ont fait savoir qu'ils sont en contact avec les autorités françaises pour renforcer davantage les recherches. L'objectif est véritablement de la retrouver. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de notre compatriote? On se pose toujours la question. Mais nous prions que, avec tout ce que nous savons des services de renseignement de ce grand pays qu'est la France, qu'on finira toujours véritablement par trouver notre compatriote. Vous savez, il y a la souveraineté territoriale de la France qui ne nous permet pas de faire du dossier tout ce que nous voulons, parce que c'est un territoire étranger. Mais regardez comment les grands États se comportent. Tout ce que eux, ils en font quand leurs compatriotes sont en difficulté. C'est ce que je disais. Oui. Vous savez, quand les grandes puissances ont un seul citoyen, le dernier de leurs citoyens en difficulté dans votre territoire, vous savez combien ils sont capables... Ils sont capables de débarquer une armée. De débarquer, toute une armée. Ils sont capables d'une expulsion militaire. Hein. Et on le leur connaît. C'est une méthode pour montrer l'hégémonie de ces États par rapport aux États du Sud. Mais quand j'ai fini de dramatiser autant, je reviens sur terre pour dire, comme l'enquête a commencé par le dire, l'instruction a commencé par le révéler, il y aurait des intentions personnelles de notre compatriote. Moi, cela m'amène plutôt sur le débat de la gestion de nos stars, de nos leaders, de nos idoles. Vous voyez, c'est peut-être une folie des grandeurs. C'est peut-être une gestion, parce que quand on est en club à ce haut niveau, triple championne d'heptathlon au continent, on est dans beaucoup de taxes, on est dans un grand club, on est dans une vie qui n'a rien à voir avec la vie de Cotonou. C'est une vie pleine d'exigences. La vie d'Actu Matin.
j'en conviens. Hein. La vie d'Actu Matin, c'est pas facile. Maintenant, quand vous êtes à ce haut niveau, c'est difficile. Et vous savez, la gestion de la carrière d'un grand sportif, je ne vous dis rien sur de grands footballeurs que nous avons connus, qui finissent en difficulté comme ça, même des boxeurs, Mark Tyson, on connaît beaucoup d'histoires. Donc, est-ce que nous, l'encadrement chez nous, l'encadrement personnel, même si l'État n'a pas les moyens de le faire à notre athlète, l'encadrement personnel donne les conditions qu'il faut à une athlète de cette dimension. Vous faites le procès aux autres États de trop se préoccuper de leurs citoyens. Mais qu'est-ce que vous faites vous aussi? Justement, on n'a pas eu l'impression, en tout cas, que le Bénin s'en préoccupe outre mesure. À part peut-être l'intervention publique du secrétaire général de la Fédération d'athlétisme il y a une semaine. Il a fallu attendre seulement hier pour avoir une réaction conjointe entre du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Sports. Et ce week-end, le porte-parole du gouvernement. Oui, du gouvernement, dans une de ses sorties. Oui, peut-être entre ces différentes activités que vous venez de citer, il y a eu peut-être une forme de coproduction entre les autorités béninoises et puis celles françaises sur le sujet. Après, moi, je me dis aussi, on n'a jamais refusé à un pays de ne pas se préoccuper ou de mobiliser les ressources et les moyens pour, quand on dit, être à la recherche d'un citoyen dans un pays. Et parfois, c'est même parfois les pays qui sont demandeurs, parce que nous savons que nous n'avons pas toujours le moyen matériel pour se lancer dans ce genre de recherche. Et donc, quand ces pays ont leurs ressortissants dans les pays africains et que ça arrive, c'est normal. Quand vous ouvrez les voies des satellites, combien des drones les plus sophistiqués à votre disposition pour faire le travail, ce que nous n'avons pas du tout. Donc, je pense que moi, je ne vois pas ça dans le sens de ce que il y a une forme d'hégémonie. C'est plutôt dans ce genre de situation, des équipements qu'il faut, le renseignement, tout ça, pour faire ça. Et donc, ces pays ont ces moyens, justement. Et donc, oui, on n'a peut-être pas les moyens de descendre, de débarquer en France avec tout ce que nous avons ici, qui sont peut-être actuellement très sollicités dans le nord du pays. Vous êtes incapable de trouver des gens qui meurent au stade et de faire des enquêtes après le match des équipes. Après le match des équipes. Qu'est-ce qu'il est devenu le fameux dossier de décès au stade? Qui est parti avec ce dossier, hein, parce que on en a plus parlé justement. Les enquêtes administratives et judiciaires. Il est parti avec les résultats des enquêtes parce qu'il y a quand même eu une enquête qui a été déjantée. On a dit qu'on a lancé. On a déposé le rapport. Non, on a déposé même le rapport sur sa table. Donc certainement il est parti avec le rapport. Donc franchement, entre les autorités béninoises et celles françaises, nous souhaitons que les recherches puissent s'intensifier afin que nous puissions retrouver notre compatriote. C'est vrai que quand j'ai écouté le secrétaire général de la fédération, il faisait un lien entre sa non-participation aux JO qui aurait pu affecter son état psychologique. Nous savons à quel point... Ça, c'est des spéculations, c'est des suppositions. Oui, justement, je ne dis pas que c'est véritablement le cas, je dis qu'il a fait un lien, donc ça peut ne pas être le cas. Toujours est-il que quand on aura fini de retrouver nos compatriotes, on comprendra mieux les circonstances dans lesquelles ce qui s'est on espère vraiment qu'on va la retrouver. Mais après, nous savons qu'à ce niveau de comment on dit, de talent, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête à ces athlètes de ces niveaux. Donc, on se pose des questions. Beaucoup de choses passent par leur tête. La pression leur fait faire. Oui. La pression les amène à faire beaucoup de choses et comme vous le lisez entre les lignes, aujourd'hui il y a un concours de circonstances qui amène les gens à expliquer d'une raison ou par une autre l'attitude de notre compatriote. Moi j'ai vraiment envie et c'est vraiment ma prière qu'on la retrouve, qu'on puisse écouter et que cela surtout amène à une expérience à partager avec les plus jeunes athlètes. Si la méthode qu'elle emprunte aujourd'hui pour faire entendre raison ou pour se donner la paix du cœur, si elle n'est pas la bonne, que demain d'autres n'explorent plus ce chantier, parce que je reconnais que dans le haut niveau, il y a de hautes pressions et de hautes contingences aussi. Les gars, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Juste après moi, la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.